troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'éducation en Afrique. Je rappelle que ce 2 février s'est tenue donc à Dakar, au Sénégal, la troisième conférence mondiale sur l'éducation. À cette conférence, 1211 milliards de francs CFA de promesses de dons ont été recueillis. Pour cette troisième partie, m'a rejoint un nouvel invité, Mahamad Sank. Vous êtes vous aussi enseignant. Je suis très honoré par mes invités qui sont tous aujourd'hui enseignants. Et nous étions en train de parler justement de la question éducative, des politiques éducatives sur le continent. Mes deux invités et Madame Ndong ont donné leur avis. Vous avez suivi tout ce débat. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est votre avis sur la question très rapidement, Monsieur Ndong? Dans un premier temps, je vous remercie de nous avoir invités. J'ai suivi les échanges extrêmement intéressants entre M. Johnson et M. Ndiaye et Mme Ndong, qui sont extrêmement instructifs. D'abord, un petit distinguo entre éducation et puis instruction. Absolument. Mais je pense que le problème global qui se pose à tous nos pays africains, c'est véritablement, comme l'a dit M. Johnson, non seulement une absence de vision stratégique, mais une politique qui puisse globalement résoudre les problèmes des Africains. Les Japonais, ils continuent toujours à manger avec leurs baguettes, les Chinois aussi, mais ça ne les empêche pas, n'est-ce pas, d'avoir des technologies extrêmement poussées, oui, développées. Or, qu'est-ce qui se passe chez nous aujourd'hui? J'ai vu un exemple extrêmement intéressant dans certains pays africains. Il y a ce qu'on appelle les enseignants communautaires. C'est-à-dire ce sont des gens qui enseignent dans les langues locales. C'est-à-dire que ça permet un gain de temps et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Mais le problème, comme Mme Ndong l'avait tout à l'heure indiqué, c'est que les baisses des budgets de l'éducation sont un sérieux problème. Et quand on constate, par exemple, que le sport est plus avantageux que l'éducation, oui, on se demande mais où est-ce qu'on va, quoi. Et il y a un problème pour que nos téléspectateurs comprennent mieux à la fin de cette émission. Et les gens, professeur Ndiaye, vous étiez en train de répondre au professeur Johnson que quand même il y a eu des visions dans ce pays, que des plans ont été concoctés. La question, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne décolle pas? On ne peut pas nier les succès, hein, les réussites. Il y a des pays qui font des progrès importants, mais globalement, pourquoi la question éducative n'avance pas sur le continent, en dépit justement de ces plans qu'il y a eu dans le passé, professeur Ndiaye? Il y a eu beaucoup de raisons politiques et stratégiques. Raison politique d'abord, nous avons raté l'indépendance, dans le sens où nous sommes retrouvés dans des protos de petites nations sans, j'allais dire, sans avenir économique, j'allais dire. C'est-à-dire que... Il n'avait pas la masse critique économique. Et des nations à la conscience nationale très embryonnaire. Alors que dans le cadre de la colonisation, aussi bien française qu'anglaise, nous étions dans de grandes fédérations comme l'AOF, Afrique occidentale française, AEF, Afrique équatoriale française, et dans le cadre anglais, la fédération du Nyasaland, qui réunissait tous les pays au sud du Zambèze. Et l'éclatement de ces grands ensembles a favorisé l'émergence de nations qui ne sont pas viables. C'est-à-dire qu'on n'a pas mutualisé assez nos forces pour un futur take-off, un futur décollage. Par exemple, un exemple très simple, on aurait pu, c'est Watt le disait il y a longtemps, créer par exemple de grandes écoles d'ingénieurs fédérales, par exemple au Nigeria, et une grande école de médecine, etc. Mais on a préféré nous isoler comme ça dans nos micro. C'était fait à dessein, c'était fait à dessein. À dessein, oui et non à la fois. L'époque, bon, l'Afrique n'était pas présente. Il faut toujours... C'est vrai qu'il y a une colonisation de l'imaginaire, oui, mais il faut toujours repasser les choses dans le contexte historique. On ne va pas dire yaka. Mais il y avait une histoire qui s'est déroulée. Nous sommes des sujets de l'histoire, des actes de l'histoire, mais souvent nous subissons aussi l'histoire. C'est-à-dire que finalement, intrinsèquement, le cadre cognitif, ou du moins, on n'était pas en situation d'avoir un cadre cognitif qui permette cette vision que vous regrettez. C'est ce que semble nous expliquer le professeur Ndiaye. Non, sachons raison garder. Là, je vais appeler à ma rescousse le professeur Feu Cheikh Anta Diop. Oui. Il avait
cartographié l'ensemble des universités qu'on pouvait créer selon les pôles de ressources endogènes qu'il y avait. Ça s'appelle, pour la formation d'un État fédéré, l'industrialisation du continent africain. Alors, dans lequel il identifiait toute forme d'énergie que nous avions, l'énergie marémotrice, l'énergie éolienne, etc., etc., etc. Donc, il y a eu des gens qui ont réfléchi à cela. Mais revenons, ce qui m'intéresse. S'il vous plaît. Oui, 2 secondes. Oui. Ce que je voudrais dire, il y a, quand on parle de stratégie, des stratégies qui sont des stratégies gagnantes ou des stratégies qui sont stratégies perdantes. Si je fais l'hypothèse, si je fais l'hypothèse que je retiens, les cadres. Que je retiens, enfin, sont l'hypothèse, mais si ça avait... Est-ce que ces stratégies étaient pertinentes, puisque, a posteriori, nous regardions le fruit, le résultat, justement, de ces stratégies ne se révèle pas être féconde. Oui. Donc, il y a quelque chose qui a manqué. Lorsque la bonne stratégie n'a pas été identifiée, c'est qu'il y a eu un déficit quant au processus, l'optimisation de ces stratégies. Mais cela dit, revenons à ce qui vous intéresse en matière de contenu. S'il vous plaît. Mais il y a ce qui s'est produit. Nous y avons essayé de réfléchir, moi-même personnellement, en soumettant à l'attention de certains dirigeants. Quand vous prenez, par exemple, la formation de nos élèves au niveau de l'espace francophone, si vous n'avez pas votre certificat d'études primaires, vous n'allez pas en 6e. Si vous n'avez pas le BEPC, vous n'allez pas en seconde. Si vous n'avez pas le probatoire, vous n'allez pas... Mais cependant, vous êtes alphabétisé. Tout à fait. Donc, on pouvait rejoindre, effectivement, le souci qui était le sien, de dire dans quelle mesure je m'approprie ce niveau de formation pour former des techniciens supérieurs. Mais là, la réponse était présente. Ont-ils réfléchi à cette démarche stratégique? Pas du tout. Ils ont essayé justement d'envisager ce que j'appellerais tout simplement des zones optimales d'industrialisation, etc., sans regarder si les savoirs endogènes et les savoirs spécifiques étaient là pour promouvoir. Donc, ça voudrait dire, je viens de démontrer par la preuve l'absence de réflexion stratégique et de l'incompétence stratégique du continent africain. Quand on considère effectivement, monsieur Zhang, les différentes politiques dites industrielles, entreprises dans les années 80 qui se sont soldées par des éléphants blancs, on peut effectivement donner raison au professeur. Mais bien sûr, d'abord, il faut constater une réalité qui est quasiment tribale. Nos indépendances ont été fictives. Oui. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que nous avons continué à produire pour l'étranger. Nous n'avons pas tenu compte de nos propres réalités pour que l'enseignement, l'éducation, l'instruction puissent se baser sur ce qui est intrinsèquement... La question c'est, peut-on corriger encore la chose? Bien sûr qu'on peut le corriger. Bien sûr qu'on peut le corriger. Il y a des gens suffisamment compétents. Mais il y a un problème, c'est que l'Africain, souvent, fait confiance aux gens qui viennent de l'extérieur. Il y a des compétences locales qui sont sous-utilisées. Et j'en ai autour de cette table, nos États devraient profiter des compétences que vous êtes autour de cette table plutôt que de préférer écouter des coopérants qui sont vos étudiants. Oui, ici, souvent, il faut le préciser, hein, on préfère donner la priorité aux petits coopérants qui sont vos étudiants. Ici, ce que je voulais dire, mais très rapidement, malheureusement, je voudrais vous faire bénéficier une réflexion. Je voudrais vous faire bénéficier une réflexion. Quand la France, au cours de la première révolution industrielle, était en retard, eh bien, Colbert fit venir en France des physiciens comme Huygens, Cassini, pour rattraper le retard qui était celui de la France. Hein. C'était le travail de Colbert. C'est décrit dans le siècle de Louis XIV par Voltaire. Il suffit simplement de le lire. Maintenant, si vous prenez le cas, permettez-moi 2 secondes, c'est important. Je suis en train de vous donner des pistes qui permettront au continent africain d'avancer. Absolument, professeur. Maintenant, j'ai fait la typologie des industries. Quand je fais la typologie des industries, il y a ce que j'appelle des technologies qu'on appelle des technologies banalisées. J'entends par technologie banalisée les technologies dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Oui, c'est vrai. Et il suffit simplement d'une génuflexion pour acquérir la dite technologie. Par exemple, si on prend la viande bovine au niveau de l'Afrique, c'est une viande qui a des propriétés organoleptiques et qui sont de bonne qualité. On peut faire justement des saucissons, etc., ou bien d'autres, mais là, pour cette technologie, le savoir est disponible. Il est disponible. Il est trivial, il est pas etc. Après, vous avez des technologies qui sont des technologies émergentes.
Ces technologies émergentes demandent un niveau de savoir, avec la maîtrise des mathématiques, etc. etc. Oui. Mais je dois attirer votre attention. Si vous regardez le domaine des mathématiques, Oui. la manière dont les mathématiciens sont formés aux États-Unis, la manière dont les mathématiciens sont formés en Angleterre, la manière dont ils sont formés en Russie, personne n'a pensé imiter la manière de former les mathématiciens français. Donc, vous voyez très bien que chaque nation a pensé le cadre d'appropriation de son processus cognitif en fonction, justement, de ses besoins. Voilà, de ses besoins. Pourtant, les États-Unis, nous avons de la médaille fille. Permettez-moi, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Et je comprends qu'il y ait des contraintes journalistiques, mais permettez que je termine. Je vous en prie, absolument. professeur. Donc, je suis en train de dire, la question, est-ce que la tangente n'est pas la courbe? Est-ce que l'Afrique va continuer les 50 prochaines années où on aura une nouvelle NEPAD, un nouvel embastillement pour les Africains, ou en 2030, serons-nous à même justement d'atteindre un objectif? Moi je dis, il est nécessaire maintenant, dans le cadre de cette réflexion, d'envisager des pistes qui permettraient aux spécialistes ou de faire appel à ces Africains qui sont capables de penser stratégiquement un développement pour leur nation. Très rapidement, quelques secondes, le mot de la fin, très rapidement, professeur. Moi, je suis très optimiste parce que l'histoire est infinie et c'est à partir de nos erreurs du passé que nous pouvons construire l'avenir. J'en suis convaincu. Merci. Ne pouvons pas non plus, parce que même en faisant la critique en tout cas, de nos systèmes éducatifs, nous reproduisons sans nous en rendre compte les mêmes mimétismes, parce que vous m'avez parlé de Colbert, etc. Tout cela. Alors que moi, par exemple, quand j'étais au lycée, il y avait 2 professeurs africains, dont M. Amadou Mokhtar Mbow. Tous étaient des Blancs, des Français. Et on était à Dakar. Saint-Louis du Sénégal, qui est quand même la première ville française depuis 1650. Tout à fait. 2 professeurs africains, que je retrouvais plus tard à l'université. Mais attendez, dans toute la ville, il y avait un médecin africain. Bon, il nous faut pour l'Afrique un développement auto-centré et auto-géré. Merci. Oui, merci. C'est la fin. C'est la fin. Terminé. Malheureusement. Oui, mais ce que je voudrais dire, malheureusement. cher ami, je voudrais vous dire la chose suivante. C'est là où on n'a pas fini. Moi, j'ai tenté, et on a un matériau qui va être directement disponible, qui consiste à prendre l'élève à partir de là. Je vais dire du CM2, et je l'amène en première année de mathématiques. Alors, je ne suis pas de son avis. Dans le cadre d'une nouvelle émission, on parlera effectivement, on reviendra là-dessus. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission. Je remercie également Laurence Ndong qui était dans cette émission avec nous et qui est l'auteur de ce livre, La place des concepts de la didactique des sciences dans la formation des professeurs de lycée et collège de sciences de la vie et de la terre en France et au Gabon, publié aux éditions ANRT. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Il faut l'inviter beaucoup.